Les droits de douane américains reviennent, et avec eux une évidence que l'on croyait appartenir au passé, le commerce n'a jamais été neutre. Pendant des années, l'économie marchande s'est racontée comme une promesse de fluidité, de chaîne de valeur optimisée, de circulation sans friction. Aujourd'hui, le registre change, le commerce redevient un instrument de puissance, un rapport de force assumé. La souveraineté ne se limite pas à la frontière, elle s'inscrit dans ce qui rend le commerce possible, des plateformes qui contrôlent l'accès aux consommateurs, des réseaux de paiement largement extra-européens, des flux logistiques qui redessinent le marché intérieur et désormais des données, des algorithmes, des intelligences artificielles capables d'ordonner le choix avant même que l'achat ne commence. Cet épisode entre dans la mécanique invisible du commerce contemporain, celle qui détermine la transaction afin qu'elle n'ait lieu et qui transforme l'échange en dépendance. Une question traverse désormais toute l'économie européenne. Un marché peut-il rester ouvert lorsqu'il ne maîtrise plus les infrastructures qui le structurent ? Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent et transforment le commerce en France, des dirigeants de marques, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions, que ce soit en mode one-to-one ou dans des formats thématiques. Nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldoers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. Bonne écoute, toujours sans coupure. Le retour des droits de douane américains ne constitue pas un simple épisode commercial. Il marque le retour explicite d'un langage de puissance où l'échange cesse d'être seulement une mécanique économique pour redevenir un outil politique. Derrière les annonces tarifaires, des dépendances apparaissent, des rapports de force se réinstallent et une fragmentation du commerce mondial s'assume désormais sans détour. Pour l'Europe, cette séquence agit comme un révélateur. Elle rappelle que la souveraineté ne concerne plus uniquement les secteurs que l'on qualifie traditionnellement de stratégiques. Elle traverse désormais le commerce dans son fonctionnement quotidien parce que le commerce contemporain repose sur des infrastructures souvent invisibles mais décisives. L'accès au marché passe par des intermédiaires numériques, la circulation de la valeur dépend de systèmes de paiement, la promesse faite aux consommateurs s'incarne dans des chaînes logistiques mondialisées, la décision d'achat elle-même commence à se construire dans des environnements façonnés par la donnée et par des outils algorithmiques. Dans chacun de ces domaines, une question revient avec insistance: qui fixe les règles? Qui contrôle les standards? Qui conserve la capacité d'agir lorsque le commerce se déploie à une échelle globale? Pendant longtemps, l'Europe a pensé le marché avant tout comme un espace de droit, de concurrence et d'intégration. Ce cadre a permis une réussite majeure, celle du commerce unique. Il atteint aujourd'hui une limite lorsque certaines fonctions essentielles du commerce reposent sur des infrastructures extérieures, sur des standards définis ailleurs ou sur des flux devenus si massifs qu'ils échappent partiellement à la capacité
de contrôle. Parler de souveraineté dans le commerce ne revient pas à défendre un repli, cela consiste plutôt à regarder avec lucidité ce qui rend l'échange possible. Un commerce ouvert suppose aussi des conditions de confiance, des règles applicables, des infrastructures maîtrisées. Lorsque ces conditions se construisent hors du champ européen, la souveraineté devient une question concrète, presque opérationnelle. La souveraineté commence dans les infrastructures du commerce. Pendant longtemps, le commerce s'est raconté à travers ses acteurs les plus visibles. Une enseigne tenait son réseau, une marque défendait son territoire et le consommateur, par ses arbitrages, distribuait les rôles. Cette lecture demeure partiellement vraie, mais elle ne permet plus à elle seule de comprendre ce qui organise désormais l'économie marchande. Le commerce contemporain repose de plus en plus sur des infrastructures qui précèdent la transaction. Avant même l'achat, des architectures techniques déterminent l'accès aux clients, encadrent la visibilité des offres, orientent les conditions dans lesquelles l'échange devient possible. La souveraineté s'inscrit précisément à ce niveau dans la maîtrise des dispositifs qui rendent le commerce opérant. Dans une économie numérisée, le pouvoir ne se situe plus uniquement dans la production ou dans la distribution au sens classique, il se concentre aussi dans les systèmes qui structurent la rencontre entre l'offre et la demande, dans les standards qui s'imposent aux acteurs, dans les intermédiaires qui organisent l'accès au marché. L'Europe a longtemps pensé le commerce comme un espace de règles communes et d'intégration. Ce modèle a permis la construction du marché unique. Il révèle aujourd'hui une fragilité dès lors que certaines fonctions essentielles au commerce reposent sur des infrastructures extérieures ou sur des mécanismes que les acteurs européens ne maîtrisent plus entièrement. Pour parler de souveraineté dans le commerce, il revient donc pas à défendre un réflexe protectionniste, il s'agit plutôt de comprendre où se localise désormais le pouvoir économique, dans les outils qui organisent l'intermédiation, dans les conditions techniques de la transaction, dans la capacité d'un bloc à préserver une autonomie réelle lorsque le commerce devient un système global. Ce socle permet d'entrer dans la première matérialisation de cette souveraineté, les plateformes devenues les portes d'accès incontournables au marché numérique. En effet, le commerce numérique européen repose désormais sur un nombre limité d'intermédiaires devenus centraux. Les plateformes ne constituent plus un simple canal de distribution, elles déterminent les conditions d'accès aux consommateurs, organisent la visibilité des offres et imposent des cadres techniques auxquels les commerçants doivent s'adapter pour rester présents sur le marché. Cette réalité s'inscrit désormais dans le champ de l'action politique. Lorsque la Commission européenne désigne en septembre 2023 plusieurs entreprises comme Gatekeeper au titre du Digital Market Act, elle ne se contente pas de constater une domination, elle reconnaît l'existence d'acteurs capables de structurer l'accès même au marché intérieur. Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft ou ByteDance occupent une position de passage entre l'offre et la demande, entre le marchand et le consommateur. Ce point modifie en profondeur la dynamique concurrentielle. Dans un commerce organisé par des plateformes, la visibilité dépend moins du seul prix que des règles algorithmiques, propriétaires, de paramètres techniques ou de choix d'architecture qui échappent largement aux acteurs qui les subissent. L'actualité récente en fournit une illustration directe. À l'été 2025, la Commission engage une procédure à l'encontre de Temu en estimant que la plateforme n'a pas correctement évalué les risques liés à la diffusion de produits illégaux. Des opérations du type mystery shopping mettent en évidence une probabilité élevée de rencontrer des articles non conformes, notamment dans des catégories sensibles comme les jouets pour enfants ou les petits appareils électroniques. Dans ce dossier, la parole publique assume un rôle central.
Henna Virkkunen, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, rattache explicitement cette procédure à la confiance dans le marché unique. Elle rappelle que l'achat en ligne repose sur une exigence simple mais structurante, la certitude que les produits mis sur le marché respectent les règles européennes. Selon elle, Temu reste loin des standards exigés par le DSA. Derrière ce cas, une difficulté plus large apparaît. Le commerce numérique européen se déploie dans des environnements où les flux dépassent largement les capacités traditionnelles de contrôle. Le Conseil de l'Union européenne rappelle que, selon les données de la Commission, 91% des envois e-commerce d'une valeur inférieure à 150 € provenaient de Chine en 2024. Ce volume donne une mesure concrète de la puissance des plateformes transfrontalières. Des milliards de colis capables de remodeler la concurrence par l'échelle, par la vitesse et par les asymétries de conformité. La France se trouve confrontée à la même problématique. En mai 2025, le ministère de l'économie annonce une action européenne coordonnée contre Chine à l'issue d'enquêtes portant sur la loyauté des pratiques commerciales et à la protection des consommateurs. L'enjeu apparaît alors avec netteté. La souveraineté commerciale ne dépend pas uniquement de la performance des acteurs européens, elle repose aussi sur la faculté du marché intérieur à faire respecter ses règles lorsque l'accès aux consommateurs passe par des intermédiaires globaux capables de remodeler les équilibres à l'échelle industrielle. Le paiement constitue lui aussi un point de souveraineté particulièrement sensible parce qu'il touche directement à la circulation de la valeur. Le commerce peut changer de vitrine, déplacer ses canaux, s'adapter à de nouveaux intermédiaires. La transaction, elle, ne s'accomplit jamais sans règlement. L'Europe reste pourtant largement dépendante pour les paiements du quotidien de réseaux qui ne sont pas les siens. Le commissaire européen à l'économie déclare fin janvier 2026 que l'Union doit accélérer sur l'euro numérique afin de réduire sa dépendance à l'égard des géants américains du paiement. Il rappelle que Visa et Mastercard traitent près des 2/3 des transactions par carte dans l'Union européenne et il inscrit cette situation dans un contexte géopolitique de plus en plus polarisé. Les banques centrales européennes tiennent désormais le même langage. La Banque de France souligne dans un discours consacré au système de paiement en euros que les infrastructures engagent la stabilité financière, mais aussi la souveraineté monétaire et financière. Le paiement n'apparaît plus comme une simple commodité technique, il devient un point d'autonomie stratégique. Les ordres de grandeur rendent cette dépendance tangible. Le Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, indique qu'au premier semestre 2024, 66% des paiements par carte dans la zone euro passent par les réseaux internationaux, principalement donc Visa et Mastercard. Il ajoute qu'une interruption de ces fournisseurs laisserait 15 des 20 pays de la zone euro sans solution nationale de paiement par carte. Un marché intégré peut afficher sa puissance commerciale, mais il demeure exposé dès lors que l'acte même de paiement repose sur des infrastructures extérieures susceptibles de devenir un instrument de vulnérabilité. C'est dans cette perspective que l'euro numérique prend une place centrale. La Banque centrale européenne présente ce projet comme une extension dans l'univers digital de la monnaie publique qui existe déjà sous forme de cash. Dans un discours de novembre 2025, elle défend l'idée qu'une version numérique doit préserver l'accès à une monnaie souveraine dans les paiements du quotidien. Et la compétition dépasse d'ailleurs l'Europe elle-même. Piero Cipollone évoque explicitement la montée des stablecoins adossés au dollar et le risque qu'ils s'imposent comme instrument de paiement si les Européens ne proposent pas d'alternatives crédibles. Cette souveraineté ne se constituera pas uniquement par des instruments publics, elle suppose aussi des réponses industrielles capables d'exister dans les usages. L'European Payment Initiative, EPI,
porte cette ambition. En septembre 2024, le pays annonce le lancement en France de Wero, un portefeuille de paiement numérique européen permettant des transferts de compte à compte en moins de 10 secondes via les applications bancaires. L'objectif dépasse le paiement entre particuliers. Il s'agit de reconstruire une capacité européenne à organiser les transactions du quotidien sans dépendre systématiquement de standards et de réseaux imposés par d'autres puissances. Logistique, la souveraineté à l'épreuve du réel. Le commerce numérique ne reste jamais immatériel. Un achat finit toujours par devenir un colis. Une promesse de prix finit par se traduire en circulation. Une plateforme finit par s'incarner dans des entrepôts, dans des camions, dans un dernier kilomètre. C'est ici que la souveraineté commerciale se vérifie de la manière la plus concrète, dans la capacité d'un marché à contrôler les flux, à faire respecter ses normes, à garantir que la règle commune s'applique aussi lorsque les volumes changent d'échelle. L'Union européenne se trouve désormais confrontée à un phénomène massif, l'explosion des importations e-commerce de faible valeur organisées à grande vitesse depuis l'extérieur du marché intérieur. Le Conseil de l'Union européenne rappelle en novembre 2025 que selon les données de la Commission, comme on le disait tout à l'heure, 91% des envois e-commerce d'une valeur inférieure à 150 € provenaient de Chine en 2024. Et cette proportion décrit une transformation profonde du marché européen, alimenté par des flux transfrontaliers devenus si importants qu'ils mettent sous pression les dispositifs traditionnels de contrôle. Le même communiqué du Conseil évoque un autre élément déterminant. Jusqu'à 65% des petits colis pourraient être sous-évalués afin de contourner les droits de douane. À ce niveau, la question ne touche plus seulement la douane. Elle engage l'équité concurrentielle et la conformité des produits, la capacité du marché intérieur à rester un espace régulé. La Commission européenne assume désormais ce sujet comme un enjeu structurel. En février 2025, elle publie une communication intitulée « A Comprehensive EU Toolbox for Safe and Sustainable E-Commerce » visant explicitement les risques liés aux vendeurs non européens opérant via les marketplaces. Le texte insiste sur la sécurité des produits, mais il engage plus largement la responsabilité des plateformes et la soutenabilité d'un commerce où la vitesse et l'échelle finissent par fragiliser l'application des règles. Le Parlement européen reprend la même lecture en soulignant que cette dynamique, alimentée par des acteurs comme Temu ou Shein, conduit l'Union à cibler directement les importations low value via les plateformes. Cette évolution explique pourquoi l'Union accélère désormais la réforme de son union douanière. Le Conseil décrit la mise en place de solutions transitoires avant la réforme complète attendue autour de 2028 afin de répondre à l'afflux des petits colis. Derrière ces discussions, une réalité s'impose. Le marché intérieur ne fonctionne pas uniquement par le prix, il repose aussi sur des normes applicables, sur des contrôles effectifs, sur la capacité à faire respecter une règle commune. La souveraineté logistique concerne donc l'exécution même de la promesse commerciale, un commerce fondé sur des flux saturés, sur des contrôles affaiblis, sur des produits non conformes, finit toujours par fragiliser la confiance. Reste alors une question rarement posée frontalement: qui supporte le coût réel de la circulation des biens dans ce commerce mondialisé ? Une plateforme peut capter la demande, un acteur local peut absorber la contrainte, une autorité publique peut porter la charge du contrôle. Le consommateur bénéficie du prix, mais il découvre aussi les limites de la qualité, de la sécurité et de l'équité. Après les plateformes, après le paiement, après la logistique, la souveraineté dans le commerce s'inscrit sur un terrain plus discret, mais décisif. La maîtrise de la donnée, l'accès à l'intention, la capacité de ne pas laisser la décision d'achat se construire entièrement dans des environnements conçus ailleurs.
Le commerce dépend désormais de ce qui apparaît, de ce qui est mis en avant, de ce qui se trouve placé sur le chemin du consommateur avant même que le choix ne se formule. La donnée dépasse le seul registre marketing. La visibilité des offres se construit à travers elle, la personnalisation s'appuie sur ces signaux et une part croissante des arbitrages commerciaux dépend de cette couche informationnelle. Dans un univers où la distribution se numérise, celui qui maîtrise cette profondeur conserve aussi une part du pouvoir de marché. Cette souveraineté se mesure aussi dans les infrastructures techniques qui soutiennent le commerce européen. Le cloud en offre une illustration immédiate. Une grande partie des services numériques du commerce repose sur des fournisseurs extra-européens. AWS, Amazon Web Services, occupe une place centrale dans cette architecture. Derrière la fluidité d'un site marchand, derrière la disponibilité des données, derrière la puissance de calcul, une dépendance industrielle s'installe. L'Union européenne inscrit désormais cette question dans une stratégie explicite. Le rapport State of the Digital Decade 2025 évoque la nécessité de réduire les dépendances excessives et de renforcer la souveraineté technologique afin que l'Europe demeure compétitive et résiliente. Cette souveraineté technologique concerne directement l'intelligence artificielle. L'Union a adopté un cadre juridique structurant avec l'IA Act, entré en vigueur le 1er août 2024. La Commission présente ce texte comme une approche par le risque destinée à encadrer les usages tout en permettant un développement responsable de l'IA dans le marché européen. Le commerce se trouve déjà traversé par cette mutation. Les assistants conversationnels deviennent des médiateurs, les systèmes de recommandation ordonnent progressivement l'accès à l'offre, l'architecture du choix ne révèle plus seulement du catalogue, mais des dispositifs qui filtrent l'attention. Un commerçant européen, aujourd'hui, dépend pour une large part de son acquisition de plateformes publicitaires comme Meta. Les règles de ciblage évoluent, la distribution de l'attention se reconfigure et la relation client se construit dans un environnement qui n'appartient pas aux marchands. Les modèles conversationnels introduisent une médiation supplémentaire. ChatGPT, par exemple, n'est plus seulement un outil de réponse. Il devient progressivement un point d'entrée vers des intentions d'achat, un filtre capable de recommander, de comparer et demain, peut-être d'agir. Ce que l'on appelle déjà le commerce agentique ouvre un niveau d'intermédiation où la transaction pourrait se décider dans des environnements conversationnels. L'Europe tente néanmoins de préserver un cadre de confiance parce que la souveraineté commerciale concerne aussi la protection du consommateur. Le Consumer Conditions Scoreboard 2025 montre que les acheteurs en ligne sont plus de 60% plus susceptibles de rencontrer des difficultés que ceux qui achètent hors ligne. La difficulté européenne reste cependant structurelle. Les grands modèles de langage, les capacités du cloud, les interfaces conversationnelles, les investissements massifs dessinent une dépendance comparable à celle observée dans les paiements ou dans les plateformes. Le rapport Digital Decade insiste sur la nécessité de construire une Europe souveraine et résiliente dans le numérique. Dans cette perspective, la souveraineté commerciale prend un sens très concret. Préserver un accès direct aux consommateurs, maîtriser la donnée produite par l'acte marchand, éviter que la décision d'achat ne repose entièrement sur des médiations extérieures. La souveraineté comme condition du commerce européen. La souveraineté dans le commerce ne renvoie pas à une posture défensive. Elle décrit une réalité beaucoup plus concrète, la capacité d'un espace économique à garder la main sur ce qui rend l'échange possible. Le commerce européen repose désormais sur des infrastructures dont une partie décisive se situe hors de son contrôle, qu'il s'agisse de l'accès aux consommateurs via les plateformes, de la circulation de la valeur dans les paiements, de l'exécution matérielle dans la logistique ou de la médiation algorithmique dans la donnée et l'intelligence artificielle.
Cette situation n'appelle pas un repli, mais une lucidité. Un marché peut rester ouvert, mais il perd en autonomie lorsque les fonctions essentielles du commerce se construisent ailleurs, selon des standards définis hors de son contrôle. Le retour des droits de douane américains rappelle que le commerce n'a jamais été neutre, il demeure un terrain de puissance, les instruments économiques longtemps perçus comme techniques deviennent des leviers politiques explicites. L'Europe découvre ainsi que la souveraineté commerciale ne s'oppose pas à l'échange, mais qu'elle en devient une condition de stabilité. La question centrale consiste alors à préserver un cadre où les règles restent applicables, où la concurrence demeure loyale, où les infrastructures critiques ne se situent pas systématiquement hors d'Europe. Cela suppose des choix industriels, des capacités technologiques, une action réglementaire cohérente, mais aussi une volonté de ne pas déléguer l'essentiel. C'est à cet endroit que la souveraineté prend en son sens le plus concret. Elle se construit dans la capacité à maintenir un accès direct aux consommateurs, à garantir la confiance dans la transaction, à éviter que le commerce européen ne repose entièrement sur des médiations extérieures, qu'elles soient logistiques, financières ou algorithmiques.